Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Plancton Curieux. Cette semaine, j'ai envie de faire une petite série de vidéos d'analyse un peu particulière. On va se faire une semaine de l'IA. Tous les jours, je vais vous proposer une vidéo creusée au niveau des fondamentaux, creusée au niveau de l'analyse technique, où on va parler d'un projet d'IA qui potentiellement pourra faire quelque chose d'intéressant dans les prochaines semaines, dans les prochains mois ou dans les prochaines années, parce que je pense que la thématique IA va vivre une certaine hype. C'est déjà un peu le cas, mais je pense que ça va continuer pendant un certain temps. Et donc éventuellement, ça peut être intéressant de surfer sur certains projets, de se renseigner. Et donc je vous propose ça pour la semaine. On va commencer aujourd'hui du coup avec un projet qui s'appelle Hacken et dont on a peu entendu parler pour le moment. Donc comme d'habitude, je vous propose qu'on parle d'abord de la présentation du projet, qu'est-ce que c'est, ensuite de la technologie, des produits qu'il propose, des services qu'il propose. On fera un tour sur la tokenomique, globalement un résumé avec les forces et les faiblesses que je décèle, et une analyse graphique à la fin. Donc on est parti. Hacken Token du coup. Donc le token HAI, H-A-I, ça vaut 0,026 $ au moment où je fais la vidéo. Il est en 710e position, 12 milliards de capitalisation et des volumes autour de 1,8 milliard. Donc c'est gentil quoi, il se passe pas trop de choses. Sur l'année, on voit que ça a fait moins 73%, comme un peu tout le monde. Et sur le mois, ça a pris 80%, donc quand même une belle hausse lors du mois de janvier. Au niveau du projet, à quoi il sert? Eh bien, c'est un projet IA qui est orienté sécurité. Donc, ils sont sur de la sécurité essentiellement des smart contracts, mais on verra que ça va un peu plus loin au niveau de ce qu'ils proposent. Donc déjà, l'assurance au niveau des smart contracts, la vérification, les audits, etc. Et l'idée en fait de sécurité as a service, c'est-à-dire en fait vendre de la sécurité de façon régulière et à des organismes différents. C'est-à-dire que ça peut être à des entreprises, ça peut être à des particuliers, et ça peut être à des boîtes crypto. Donc c'est vraiment, ils ciblent un peu tout. On ira voir ça un peu plus en détail dans les offres qu'ils proposent. Ça existe depuis 2017, en tout cas au niveau de l'écosystème. Ça a été fondé par des consultants en sécurité et des white hats. Donc white hats, ce sont des hackers, mais entre guillemets gentils, qui vont informer les entreprises des failles qu'ils ont pu trouver et qui sont souvent rémunérés pour ce genre de service. Notez que le projet est né et a été développé en Ukraine, ce qui compte un petit peu. C'est-à-dire que dans son développement sur la dernière année, on doit le prendre en compte parce qu'évidemment la guerre en Ukraine a forcément impacté les équipes qui travaillent dessus. Et l'autre point, c'est qu'il peut aussi y avoir un espèce d'engouement pour les projets qui sont développés en Ukraine. Vous voyez, une espèce de solidarité envers ces projets. C'est possible, aucune certitude là-dessus, mais c'est une donnée qui n'est pas négligeable totalement. Et ça n'aura peut-être aucun impact, mais voilà, il faut quand même le savoir. Au niveau de l'ICO, ils ont levé 400 000 $, pardon, 400 000 tout à fait dollars en 2020. On a l'habitude de voir des millions, mais là, ce n'est pas le cas. Donc c'était en 2020, on n'était pas encore en bull run, donc c'est pas si mal. Par contre, ils ont beaucoup de partenaires. Ça, c'est un gros point positif. Et c'est surtout des informations qui datent un peu. Hein. C'est des informations qui datent d'il y a plus d'un an dans leur white paper. Donc depuis, ils en ont encore plus. Et donc notez qu'ils ont travaillé avec ou pour VeChain, Gate.io, KuCoin, CoinGecko, CoinMarketCap, Avalanche. Donc c'est quand même des gros noms. Et donc c'est un point qui est très positif pour le projet. Au niveau du coup de la technologie, et là on va surtout parler des produits qu'ils proposent, on a un service en fait de test et de consulting, donc évidemment au niveau de la sécurité. On a du hosting pour un service de bug bounty. Donc bug bounty en fait c'est quand une entreprise se demande si sa sécurité est satisfaisante mais qu'elle n'a pas forcément les moyens techniques d'aller chercher ou que les développeurs ne savent pas trop. Elle propose en fait à n'importe qui a une capacité de trouver des bugs, de chercher dans son code, de chercher dans ce qu'elle propose des erreurs. Et si la personne montre à l'entreprise cette erreur, lui met en avant cette erreur, et qu'elle s'avère être véridique, l'entreprise paiera pour ce service-là. Donc c'est un bug bounty. On a un autre point qui s'appelle le CER Live. C'est un système qu'ils ont mis en place de ranking des projets et de leur niveau de sécurité et de certificats. Donc ça, c'est quand même plutôt utile. Il y a d'autres acteurs dans le milieu qui font ça. On connaît pas mal Certic qui fait ça pour notamment les projets en général. Et il y a aussi les audits d'équipe. Bah, eux proposent quelque chose de plus ou moins similaire du coup. Ils ont un service de VPN, donc ça je ne l'ai pas essayé, je ne sais pas si c'est bien ou pas, mais écoutez, pourquoi pas, hein, du VPN décentralisé, on peut prendre.
Et ça, c'est intéressant, un système de stockage d'informations de clés, donc les mots de passe, les clés privées, les codes de carte bleue, ce genre de choses, qui est gratuit. Donc le fait d'avoir un service gratuit, c'est quand même intéressant. À titre personnel, j'irai pas forcément me servir de ce genre de choses parce que on ne sait pas forcément comment eux sont sécurisés, comment eux sont safe. Donc je ferai attention, mais pour l'adoption en général, c'est très très bien parce qu'on le sait, les gens ont de moins en moins, enfin ont de plus en plus de mots de passe et de moins en moins envie de s'en souvenir et de savoir en fait où est-ce qu'ils sont, comment ça marche, machin, les rappeler. Donc tout ça est embêtant. C'est pas idiot pour l'adoption en général du monde Web 3 et des cryptos d'avoir ce genre de service où vous pouvez stocker de façon sécurisée vos mots de passe et clés privées. En tout cas, pour l'adoption du grand public, c'est bien. Est-ce que c'est vraiment sécurisé? Est-ce que c'est vraiment pas possible de le hacker, pas possible d'avoir des problèmes dessus? Ça, j'en sais rien. Donc moi, je ferai quand même très attention avec ce genre de choses, mais c'est un service qui est pertinent. Au niveau de la communauté, ils ont des services qui sont intéressants. Déjà, ils ont une fondation. Et notez que si la fondation sert en général à orienter les investissements, ce genre de choses, ça sert, dans ce cas présent, d'incubateur pour des startups. Et ça, je trouve ça plutôt cool. Un peu comme le fait Binance avec son incubateur. On va avoir la possibilité de développer des projets avec les connaissances, en fait, des gens qui ont fondé du coup, Hyken, etc. Et je trouve ça plutôt cool, plutôt intéressant, et ça permet de construire, en fait, autour de soi des choses. Donc, ça permet de développer son propre projet. Donc ça, je trouve que c'est plutôt pertinent. Et ils ont ce qu'ils appellent le Hack and Scout, qui est en fait une implication de la communauté dans leur travail. Et l'idée, ça va être de recenser la qualité de certains projets, surtout au niveau de la sécurité, dans un outil qui va en fait être une liste. Et donc, l'idée, c'est quoi? C'est que je suis membre en fait de leur communauté. J'étudie, mettons, le code de Binance, je regarde comment ça se passe, je trouve ou je ne trouve pas des failles, je remonte ça aux personnes en charge du projet Hack and Scout, et ils vont aller vérifier la chose, et ils vont le recenser quelque part. Et donc ça fait qu'en fait, ils se font une base de données de comment fonctionnent les projets, et comment ils sont sécurisés. Et donc ça, c'est assez intéressant. C'est quelque chose qui est utile, qui est pertinent. Et notez que c'est rémunéré quand vous le faites, quand vous proposez un service et qu'il est de qualité. Pour Hack and Scout, vous êtes rémunéré donc en token AI. Donc c'est plutôt intelligent, je trouve, et ça permet d'avoir un aspect communautaire, d'avoir des gens qui sont impliqués dans ce que vous faites. Je trouve que c'est bien pensé. Personnellement, je trouve que c'est bien pensé. Au niveau de l'IA, parce que c'est quand même ça dont on est venu parler à la base, ils ont ce qui s'appelle Hacken AI. Et donc c'est avant tout une application mobile qui va être orientée sur l'éducation, sur la cybersécurité. Donc très très bon point à mon avis. C'est important de sensibiliser les gens à ça, les utilisateurs à la sécurité. C'est un point qui est intéressant. Par contre, je ne sais pas si c'est très accrocheur. Vous voyez, c'est pas hyper vendeur comme, comme objet marketing en fait. C'est-à-dire quand vous dites mon IA elle va te permettre de te renseigner sur la cybersécurité, en fait tu comprends la portée de la chose, tu comprends que c'est intéressant, mais c'est pas ça qui va faire cliquer énormément de monde non plus. Donc utile mais pas hyper vendeur, je trouve en tout cas au niveau de ce point-là. Et par contre, ça permet aussi de mettre en avant et d'utiliser le reste de leur service. Donc tout ce qu'on a parlé dans la partie produit ou l'essentiel peut être utilisé via cette application-là. Et là où je me demande vraiment l'intérêt de la chose, c'est en quoi c'est pertinent d'avoir une IA qui fait ça? En fait, qu'est-ce que fait l'IA? Vous voyez, sur le white paper, c'est pas très développé ce point-là. Donc, ils nous disent qu'il y a une IA, et le fait que c'est noté, que ce soit mis partout, ça peut générer une certaine hype, mais moi, j'ai pas bien vu à quoi servait l'IA dans ce cas-là. Quelles données elle traite? Parce que si vous me dites, par exemple, que une fois qu'ils auront recensé plein d'informations, l'IA pourra mettre en place des systèmes pour réfléchir quelle est la meilleure sécurité en fonction de leurs clients. Ça, ouais, je comprends. Le Hack and Scout, par exemple, lié à de l'IA, je vois. Je vois très bien comment l'IA va traiter ces données-là et l'utiliser pour proposer des nouveaux systèmes de sécurité ou pour proposer des systèmes de sécurité pertinents en fonction de ce qu'il y a. Ça, oui. Par contre, l'application, je sais pas, je suis un peu plus curieux. Donc, je le vois plus sur le Hack and Scout, en fait, l'intérêt de l'IA, moi. En tout cas, c'est mon point de vue personnel. Donc voilà, globalement, sur la partie produits et tech. On va parler maintenant tokenomics, parce que c'est quand même très important de savoir ce qu'il en est, comment est-ce qu'ils ont pensé leur token, à quoi il sert, etc. Donc on voit qu'on a une offre max qui est capée de 1 milliard de tokens. Donc ça, c'est déjà un point que moi j'apprécie. En tant qu'investisseur, j'aime bien qu'il y ait une supply max. On voit que l'offre en circulation, selon CoinMarketCap en tout cas, c'est 47%. Donc 474 millions de tokens qui ont été émis. C'est pas trop mal, c'est raisonnable, mais c'est-à-dire qu'il y a encore, en tout cas en théorie, 50% à émettre. Sauf que, si on va dans la supply analytique, qui vient du white paper, on voit qu'en fait, la fondation a 350 millions de tokens qui sont lock. Donc ça veut dire qu'en fait, ils sont pas censés bouger, donc ça va pas dans l'offre en circulation, et donc on a beaucoup moins
de tokens à émettre que ce qu'on pourrait penser. C'est-à-dire que sur les 474 millions, on peut rajouter les 350. Donc on arrive plus ou moins à 800 millions, un peu plus. On voit qu'aussi, ils ont un soft lock de encore 100 millions, donc on arrive à 100 millions. Donc vous voyez qu'il n'y a plus tant de tokens à émettre apparemment. On voit par contre, comme je viens de vous le dire, que la fondation a 450 millions de tokens. C'est énorme. Alors peut-être que le soft lock, ils en ont vendu depuis, ça je sais pas. Mais ça donne quand même une information intéressante. Aussi le membership lock, 71 millions. Vous voyez, il y a beaucoup de tokens qui sont quand même encore entre les mains, soit de l'équipe, soit de la fondation. Bref, il y a une espèce de centralisation d'une partie des tokens quand même. Donc ça, il faut le prendre en compte. Par contre, ils nous mettent une petite phrase qui est sympa, que du coup, ils ont pensé à faire des réserves et que du coup, ils ont de quoi tenir dans le temps. Ils disent qu'ils peuvent tenir 3 crypto winter. Bah écoutez, je leur souhaite, en tout cas avec tous les tokens qu'ils ont, c'est pas impossible. Au niveau de l'émission, ça c'est assez intéressant. Donc il y a 200 millions dont ils nous parlent, 100 millions qui vont être émis en 4 fois. Donc a priori, si on en croit le planning qui est proposé, au 1er janvier, ils ont dû émettre 25 millions. En 2025, ils feront pareil, en 2026 et en 2027. Donc ça veut dire qu'on n'est pas censé subir des grosses émissions au fil du temps. Là, on est, par exemple, là, sur les 2 années à venir, c'est pas censé être très très inquiétant. C'est-à-dire que la prochaine grosse émission, elle devrait être, en théorie, au 1er janvier 2025. Donc, a priori, pas de pression à la baisse de ce côté-là au niveau du cours du token. Très bon point. Ils nous disent qu'ils ont aussi 100 millions de tokens qu'ils ont en réserve. Je suppose que c'est la soft lock, je suppose, hein, qu'ils peuvent utiliser dans certains cas. Au niveau du coup du listing, pour certains investissements, s'ils veulent faire du marketing, ou pour la team et l'equity. Donc ça est limité à 20 millions. Mais bon, concrètement, je comprends que c'est pour faire un peu ce qu'ils veulent. Mais le point que je note, c'est que d'une part, la fondation a beaucoup de tokens, mais ils sont censés être lock. Et d'autre part, il n'est pas censé avoir tellement d'émissions de tokens a priori. En tout cas, pas dans les prochains mois. Au niveau du coup de la deuxième partie que je trouve intéressant parce qu'il y avait beaucoup d'infos, il y avait le burn, donc il y a un burn qui est mis en place, ils ont 3 cas de figure dans lesquels ils ont du burn. Il y en a eu quand ils ont fait la token sale, apparemment ils ont vendu, quand ils ont vendu le token, il y a eu du burn, ils ont reburn 16 millions de tokens, très bien, ça fait presque 2%, donc c'est pas trop mal, enfin 1,6% du coup. Quand il y a des fees lors des swaps, lors des achats, il y a du coup des tokens qui sont burn, très bien. Et tous les mois, il y a une mécanique qui est mise en place, on va parler du membership club après, dans laquelle les contributions sont burn, enfin ce qu'ils appellent termination contribution, donc une partie, je suppose, des contributions sont burn. Ça c'est intéressant, mais il faut qu'il y ait beaucoup de membres, donc on va voir comment ça se passe. Et donc on arrive sur le fameux point du membership, qui est quelque chose d'assez peu commun, moi j'ai rarement vu ça. Donc vous voyez qu'il y a 3 niveaux de membres en fait. Il y a le membre, l'associé et le partenaire. Donc si vous êtes familier avec les cabinets de conseil, vous verrez que la terminologie, les noms qu'ils ont mis correspondent. Hein, ils sont pas allés chercher très très loin du coup. Donc l'idée c'est que si vous avez entre 1000 et 10 000 tokens, vous êtes membre. Entre 10 000 et 100 000, vous êtes un associé. Et plus de 100 000, vous êtes un partenaire. À quoi ça sert? Ça sert à avoir des récompenses, bien évidemment. Donc il y a une espèce de reward qui est associable à du stacking en fait. Il y a aussi un système de référal. Ça veut dire que si vous faites venir des gens, que vous leur donnez votre code de référal, concrètement, comme vous pouvez le voir sur Binance ou sur certains jeux vidéo, que les gens du coup s'inscrivent via ce code, vous gagnez un pourcentage. Donc ça va de 5 à 10% selon votre niveau. Et il y a même, non, alors si c'est en B2C, donc si c'est un client, c'est 3. Donc de 3 à 10% du coup de récompense. Bon, pourquoi pas? Pourquoi pas? Je suis pas hyper fan de ce genre de système, mais voilà, il existe et ils l'ont mis en avant. Le point qui est à noter, c'est que si vous déloquez vos tokens ou si vous quittez le système de membership, je suppose que c'est pas tout le temps, je pense que c'est hors période prévue, parce qu'on voit qu'il y a des périodes de lock de 6 à 12 mois quand vous êtes niveau 2. Quand vous êtes niveau 1, je crois que vous faites avoir complètement, et vous avez une taxe à 30% quand vous êtes niveau 1, 20% en niveau 2, et 10% en niveau 3. Donc c'est quand même censé vous inciter à garder les tokens. Ma question c'est, est-ce que c'est censé vous inciter à rentrer dans le système? Ça je sais pas trop. Personnellement j'y suis pas, j'ai pas trop envie d'y aller. Si vous connaissez les gens, si vous y êtes vous-même, n'hésitez pas à partager, c'est très 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 intéressant, on aimerait bien avoir plus d'infos. Donc voilà, globalement au niveau de l'utilité du token, on comprend que c'est un poil limité. Parce que ok, il y a ce système de membership, on comprend qu'il y a des swaps et qu'il y a peut-être des achats qui se font, mais c'est pas très clair. Et ça s'arrête un peu là en fait. Donc le token n'est pas super utile, en tout cas je trouve, au niveau des informations que j'ai pu
à voir du coup. Globalement, on a fait le tour, on va parler des forces et des faiblesses du projet du coup. Donc ce que j'apprécie, il existe, il est construit depuis 2017, ils sont toujours en train de build, ils ont un Twitter qui est plutôt actif, ils ont un peu plus de 71 000 membres, ils partagent des infos qui sont utiles sur Twitter, franchement, rien que pour les suivre, rien que pour avoir les infos qu'ils donnent sont intéressantes, ils parlent de hacks, ils parlent de certains audits, etc. Plutôt cool, ils ont des partenariats, avec plein d'entreprises, on l'a vu, donc ça c'est un bon point, parce que ça veut dire qu'il y a quand même des entreprises qui leur font confiance. Globalement, je dirais qu'on est sur un projet qui est utile. Et donc rien que le fait que le projet soit utile, c'est un argument valable pour investir un petit peu dessus. Je dis pas que c'est suffisant, je dis que c'est valable. Ça c'est mon point de vue personnel. Au niveau des faits économiques, l'incentive communautaire pour le token, elle est un peu bizarre, c'est ce dont on vient de parler, hein, le membership, etc. Mais pourquoi pas. Il y a aussi la rémunération, hein, quand vous participez à leurs audits, on en a parlé avant. Donc ça par contre, je trouve que c'est un très bon point, mais c'est de la création de tokens, hein, ça incite pas à en acheter, ça incite à en recevoir, donc plutôt à le vendre. Mais voilà, je trouve que c'est quand même intéressant. Le burn et la supply max, quand on est investisseur, c'est quelque chose qu'on apprécie. C'est favorable pour la prise de valeur de façon mécanique. Donc en tant qu'investisseur, ça c'est un point que j'aime bien. Et globalement, il n'y aura pas trop d'unlock sur les prochaines semaines, prochains mois. A priori, il ne devrait même pas y en avoir. Le prochain devrait être en 2025. Et on voit qu'il y a une grosse partie des tokens qui sont déjà unlock si on considère que la fondation ne va pas toucher aux 350 millions de tokens qu'ils ont. Donc ça, c'est pas trop mal, on va dire. Par contre, sur les faits historiques, le fait est que le projet est peu connu, en tout cas il me semble, moi j'en ai jamais entendu parler, donc peut-être qu'il a été bien connu, il y a eu une hype en 2017 et en 2021, mais depuis, rien entendu là-dessus, donc voilà. Je me pose la question de, est-ce que l'IA est vraiment utile? Alors, la plupart des gens n'iront pas faire cette recherche-là, soyons clairs. C'est-à-dire que la plupart des gens, ils vont voir, oh, c'est un projet IA, c'est marqué dans le texte, sur CoinMarketCap, il y a marqué c'est de l'IA. Dans leur titre, ils parlent d'IA. Très bien, j'investis, ok? La plupart des gens vont s'arrêter à là. Donc ce n'est pas bloquant. Mais c'est juste que nous, là, on fait une recherche fondamentale. Et sur le fondamental, je vous le dis, pour le moment, je trouve que leur développement de l'IA, il n'est pas super utile. Par contre, ils ont un axe qui peut être intéressant, qui est celui du ok, on a une base de données des différents projets, de leur système de sécurité, et on construit une IA où notre IA va être capable de dire eh ben oui, tel projet, ce serait intéressant de le construire comme ça parce qu'on a observé que ça a déjà marché pour tel projet, et donc on pourrait utiliser tel système de sécurité, tel système de sécurité. Ça, c'est bien. Ça, moi, je trouve que ce serait pertinent. S'ils arrivent à là, oui, là, le projet peut être vraiment solide en termes d'IA. Mais encore une fois, en tant qu'investisseur, c'est pas forcément si grave parce que le simple fait qu'ils aient marqué IA, s'il y a une hype qui se forme, et je pense que ça va être le cas, les gens iront dessus simplement parce que ça marche avec le mot IA. Vraiment, je pense que ça va marcher comme ça. Mais par contre, c'est du court terme. On n'est pas sur du long terme. Sur du long terme, il faut qu'ils développent quelque chose de vraiment solide avec l'IA. Et pour le moment, j'estime que ce n'a pas l'air d'être le cas, en tout cas au niveau des infos que j'ai recensées. Sur les points économiques, le gros point négatif, c'est que le token, il n'est pas si utile que ça. D'accord? Il n'y a pas de proof of stake, il n'y a pas de gouvernance, tout ça. En tout cas, je ne l'ai pas vu. Donc, on est sur les incentives dont on a parlé, avec le système de rémunération, etc., qui existe, qui peut inciter, mais en réalité, pourquoi les gens vont acheter du token? Plutôt pour de la hype que pour le projet en lui-même, en tout cas, à mon avis. C'est mon point de vue pour le moment. Au niveau des points qui sont aussi moins appréciables, c'est que c'est quand même un token qui est favorable aux créateurs du token, hein, la fondation qui contrôle 45% des tokens, un peu plus même si on englobe l'équipe, le membership. Donc voilà, il faut quand même savoir ça. C'est potentiellement eux qui font un peu ce qu'ils veulent avec la supply. Et on a des données qui sont pas forcément à jour. Le white paper date un peu, il date de au moins 1 an, je crois. J'ai pas vu trop d'informations sur mes séries, il n'y en a pas sur Defilama non plus. Et on n'a que CoinMarketCap qui nous donne des infos, mais qui parfois sont pas complètement à jour. Donc voilà, attention, globalement, ma conclusion sur le projet, utile, franchement le projet est pertinent, il apporte du contenu gratuit, assez intéressant, donc ça c'est pertinent. Globalement, ils peuvent offrir des services utiles, ils ont des bons partenariats, donc projet utile je dirais. Token, pas forcément très utile. Est-ce que c'est un problème? Potentiellement, ça coche pas toutes les cases pour moi. Donc investir un petit peu dessus, par exemple dans le cadre de mon challenge, je vais mettre une petite ligne, plus petite que les autres. Oui, peut-être. On va aller voir graphiquement à quoi ça ressemble. Il est possible que je rentre dessus, mais ce sera pas beaucoup. Parce que il coche une case, le projet est utile, mais il coche pas la seconde case, c'est-à-dire que le token me semble pas être super pertinent. Et donc ça nous amène à l'analyse graphique. Donc voilà, vous avez la courbe sur KuCoin. C'est pas la courbe depuis le tout début, parce que le token a été listé un peu avant ça, il a été listé en 2020. Donc on ira voir éventuellement sur CoinMarketCap après.
Et donc, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir déjà qu'on a une maximale ici à 0,8 sur KuCoin et une minimale à 0,01. Donc, on parle quand même d'un x80 pour retourner là-haut. C'est complètement dingue. Actuellement, on est à 0,26. Donc, on a fait un gros x2, mais c'est tout. Donc, il y a encore largement de la marge si on estime que le token va continuer à pump. Et s'il peut retrouver un nouvel ATH pendant un prochain bull run, ce serait assez incroyable. Maintenant, on va vraiment zoomer, hein, on est en weekly. On va zoomer sur ça. Qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a eu une grosse chute en 2021, ça ok, pas de souci. On est rentré dans un range ici. Donc au niveau de mai 2022, fin mai 2022, on est rentré entre ce 0,21 et 0,14 à peu près. Et on a oscillé dedans, vous voyez, on est descendu jusqu'en bas, on est remonté, on est redescendu, on est monté, on est redescendu. Et là, on la break, ok? On la break et on sait pas trop où on va. C'est-à-dire que soit on va retomber sur le haut, là, la résistance, et je pense que ce serait la zone intéressante pour acheter, autour de 0,21, même 0,22, hein, selon où on est. Entre 0,20 et 0,22, on a une belle zone. Idéale, là, autour de 0,21, 0,21,5, c'est pas mal. Et on a la zone haute sur laquelle on a rebondi 2 fois, qui est autour des 0,30, concrètement. Donc moi, ce que j'espère, c'est que le token baisse un peu. Là, je m'attends à ce qu'on ait un petit repli sur les cryptos, une espèce de respiration. Et j'aimerais bien qu'il aille toucher ça pour repartir plus haut. Voilà, ce serait ça le scénario que je jouerais. Et donc là, je pourrais rentrer une toute petite ligne. Si je le fais, je vous le ferai savoir. Mais ce sera vraiment pas grand-chose. Hein. Parce que, comme je vous l'ai dit, il coche pas toutes les cases selon moi, mais je pense qu'il a un gros potentiel. Donc voilà tout ce que je voulais vous dire sur le token HIGH. Merci de m'avoir écouté. Et je vous dis à la prochaine.